Salut les devins, c'est Saikyo. C'est parti pour la suite des reviews du futur avec cette review du futur de l'épisode numéro 144 de Dragon Ball Super pour l'arc Mort de Beerus. Cet épisode ayant pour titre « Les dieux deviennent sérieux, quel est le rôle de Gohan ?» Pas de double épisode cette semaine pour rattraper le retard, ne vous inquiétez pas, j'en suis conscient du retard qui seront bien sûr rattrapés en temps voulu. Mais l'épisode d'aujourd'hui est riche en action, mais aussi en avancement majeur dans le scénario. Donc à ce niveau-là, c'est vachement intéressant. Cet épisode-là est un petit peu un épisode multitâche, c'est-à-dire que dans le dernier épisode, on était très focalisé sur le combat sur Terre avec Ramushi et tout ça, et dans cet épisode-là, c'était vachement entrecoupé, de scènes un petit peu à droite, à gauche, etc. On a vu un petit peu tout le monde en fait, on a fait le point sur tout. Donc sur le début et la première moitié d'épisode, qu'avons-nous eu ? Eh bien, nous avons eu la suite, bien sûr, du combat sur Terre contre Ramushi. Le Majin Buu gros mais en version maigre venait d'absorber Gotenks SSJ3 un petit peu contre son gré mais pour le bien de la Team Z en lui promettant de le faire ressortir de son corps s'il reste en vie, etc. Donc ça lui offre un gros boost de puissance, mais on se doute que malgré tout, c'est un petit peu comme mettre un pansement sur un bateau qui coule, tu vois, c'est quelque chose qui va pas servir énormément parce que la puissance de Ramushi est censée être nettement au-dessus de ça. On se doute que Ramushi n'est pas le meilleur des Akaishin qui existent, mais malgré tout ça reste un dieu de la destruction, et nous serons tous d'accord les devins que même un Majin Buu sous cette forme-là n'est pas du niveau de dieu de la destruction, même du plus faible. Malgré tout, cela permet de gagner du temps, parce que déjà Ramushi prend un petit peu ce combat à la légère, vous savez, et en plus c'est un être divin donc il se prend pas pour de la merde, mais surtout, dès qu'un adversaire est supérieur à un autre, il a tendance à faire traîner. Et cet épisode-là, justement le 144, a conscience du fait que Majin Buu Gotenks absorbé n'est pas suffisant. Dès le début, quelques échanges avaient déjà eu lieu entre ces deux-là, Ramushi les a esquivés, les a encontrés super facilement, et il ne peut se manquer de faire la réflexion à Fit Boutenks, je sais pas trop comment on va l'appeler, de lui dire que malgré tous ses efforts, ça n'est pas suffisant et que tous ses collègues à côté sont quasiment tous tombés comme des mouches, que leur tentative de combo ne marche pas, et qu'il est donc voué à se faire détruire. Il commence à tendre sa main vers Buu et vers un petit peu tout le monde, sous-entendu qu'il allait les Hakai, mais une voix se fait entendre. Cette voix-là s'adresse de manière assez autoritaire à Ramushi et lui dit « Ne parle pas trop vite ». Ramushi est assez étonné parce que ce n'était pas vraiment au programme qu'il y ait quelqu'un d'autre ici, et il s'aperçoit, d'une manière un petit peu classe quand même, que pas mal de Pride Troopers sont venus à la rescousse ici. Tenshin Han, qui lui a participé au tournoi du pouvoir, les reconnaît et leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» En plus, Vermoud avait dit qu'il n'apporterait pas d'aide à l'univers 7, qu'il se défendrait, et que déjà le fait de leur avoir accordé Jiren, c'était beaucoup. Les Pride Troopers disent que peu importe la décision de Vermoud, il a qu'à se débrouiller tout seul s'il a envie de protéger l'univers 11, sachant que l'univers 11 n'est attaqué par personne en ce moment, et que la vocation des Pride Troopers, c'est de maintenir la justice dans leur univers. Mais ils ont appris une leçon de la part de Zeno et du tournoi du pouvoir, c'est tout simplement que d'accord, prendre soin de son univers c'est bien, mais si tu peux prendre soin de toute forme de vie, peu importe l'univers depuis lequel elle vient, et c'est un petit peu ça que C17 a fait avec son vœu, et c'était ce que Zeno voulait, le fait que quelqu'un ait conscience qu'il faut protéger et préserver la vie dans tous les univers, la vie dans son ensemble. Et ils se disent qu'ils participeraient à cet objectif-là s'ils aidaient aussi les univers qui sont à droite à gauche. Donc Vermoud était réticent à cela, on a même un petit flashback, mais à l'aide de Kai le Kaioshin, ils ont pu appuyer leur discours face à Vermoud, Kai ayant confirmé le fait que ça correspondait beaucoup à la volonté de Zeno que d'aider son prochain, etc., que les mortels s'élèvent en termes de niveau de réflexion et qu'ils puissent s'entraider, peu importe le lieu d'où ils viennent. Donc bon, ces blabla étant expliqués, Ramushi dit bon, ça ne fait que quelques moucherons de plus. Et Ramushi ne se manque pas de leur faire remarquer qu'il leur manque les deux plus forts, il leur manque Toppo et Jiren. Alors bien sûr, Casserole, Dispo, etc. lui disent de ne pas les sous-estimer, ce ne sont pas des Pride Troopers pour rien, ce sont un petit peu les soldats d'élite, on va dire, de l'univers 11 aux yeux de Vermoud. Donc le combat se lance et forcément c'est un combat de vitesse, les Pride Troopers s'éparpillent dans tous les sens, les plus faibles des Pride Troopers s'occupent en priorité de récupérer les guerriers de l'univers 7 qui sont affaiblis, qui sont au sol comme Piccolo tout ça, et de les écarter justement du terrain. Ceux qui sont valides, ils les laissent là, ils se démerdent, mais ceux qui sont invalides pour le moment, eh bien, ils les écartent un petit peu pour pas qu'il y ait de dommages collatéraux dans le combat, pendant que des gars comme Casseral, Dispo, Cocotte, etc. font face à Ramushi, mais bien sûr, ils les rejoignent très très vite au combat, donc Ramushi doit faire face à cette équipe de Pride Troopers qui est amoindrie, parce que les plus forts ne sont pas là, mais ils doivent y faire face quand même. Et puis quand même, les Pride Troopers, même s'ils n'ont pas fait preuve d'une puissance étincelante et tout ce qu'on veut, il y a quand même quelque chose qui fait fort chez eux, c'est leur synchronisation. Surtout que je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas ça le plus important de l'épisode, mais ils ont quand même des attaques qui peuvent permettre pas mal de choses. Rappelez de Crunchy ou Crunchy, je sais plus comment il l'avait appelé, qui est capable d'utiliser un lasso pour maintenir les gens. Cocotte est capable d'utiliser des attaques dimensionnelles, chose qu'elle fait sur Ramushi. Dispo qui utilise sa vitesse pour aller dans tous les sens. Casseral qui est un guerrier plutôt complet, tu vois, avec sa lame là en forme d'épée de ki sur sa main. Pas mal de choses qui font que Ramushi, il est quand même occupé. C'est facile pour lui de s'en occuper de cela, mais il ne peut pas non plus laisser tomber son attention. Donc bien sûr que Ramushi pourrait sûrement les balayer d'un revers de Hakai,
mais il y a aussi cette volonté de rétablir le fait qu'un dieu est supérieur aux mortels, et donc il se livre dans un combat plutôt classique sans utiliser les moyens les plus extrêmes. Majin Buu est toujours là pour aider, il balance du Kamema sur Amushi, mais ça n'a pas d'effet, enfin bon. Les attaques, toutes ces attaques-là des mortels n'ont pas réellement d'effet, mais elles permettent de gagner un petit peu du temps sur cette scène. Nous avons ensuite une transition, les devins, et nous passons bien sûr à une autre scène de l'épisode. Nous en arrivons dans la fameuse citadelle, et là-bas nous avons quand même pas mal de combats. Il y en a que la série nous a fait un petit peu oublier, comme Gon contre Likir, comme Champa contre Ivan, etc. On va en parler dans cet épisode-là, mais aussi on a des combats qui sont encore très frais dans notre mémoire, comme par exemple celui de Goku Vegeta Freezer qui va démarrer contre Jin et Kitera, ou encore par exemple celui de Jiren, Hit et tout ça, face à une équipe bien remontée de 3 Akaishin, répondant au nom de Harak, LS et Sidra, donc 4 mortels contre 3 dieux de la destruction, mais le combat n'est pas à l'avantage du nombre, parce que le nombre ne fait pas la force, et du côté des mortels, il y a Hit et Jiren qui tiennent bien la route, mais de l'autre côté, Kiabe et Caulifla, c'est pas trop ça. Alors tout d'abord, je vais vous parler de Goku, Freezer et Vegeta. Ils se sont plutôt bien remis sur pied, en particulier pour Vegeta qui a pris vraiment cher. Jin prend la parole et dit que l'idée de Kitara était bidon, en fait, le fait d'essayer de jouer la ruse et tout ça, de les avoir un petit peu grâce à la stratégie, c'était de la merde, et que Jin veut en finir avec la puissance brute, c'est ça qui a toujours marché par expérience pour lui, et c'est ce qu'il veut faire. Kitara n'est pas très content de se sentir un petit peu rabaissé, mais il lui dit « Je pense que pour ce cas-là, tu as bien raison. On va faire ça à l'ancienne par la puissance brute. » Et les deux, Jin et Kitara, commencent à power-up d'une manière énorme. Toute la citadelle est en train de trembler. Dans les autres salles, les autres combats, etc., on ressent ces vibrations-là, on comprend qu'il y a vraiment quelque chose d'énorme qui est en train de se passer. Les deux, imaginez vraiment Kitara et Jin qui power-up à fond comme des cinglés en même temps. Et une fois qu'ils ont fini ça, bon, il n'y a pas de transformation, mais ils ont monté leur niveau probablement au maximum, un truc comme ça. Goku, Vegeta et Freezer, bon, sont un petit peu impressionnés de voir des dieux déployer leur énergie au maximum, mais il reste quand même confiant et il dit alors à nous aussi de faire de même. Tu as Freezer qui repasse en Golden et qui maximise son ki, tu as Goku qui passe en Super Saiyan Blue et qui active le Kaioken, cette fois-ci pas de perte de temps. Vegeta dit si Kakaroto il va à fond, j'y vais aussi à fond, il passe en Super Saiyan Blue Shinka. Vraiment, les deux camps sont prêts à s'affronter et ça va être un combat de force pure. C'est du 3 contre 2, mais quand même 2 dieux de la destruction face à 3 mortels, donc normalement là aussi l'avantage est au dieu de la destruction, sachant que là il n'y a pas d'ultra instinct qui s'est débloqué côté Goku. Donc bon, ce combat là se lance et il fait extrêmement rage. Il est vrai que Goku, Vegeta et Freezer sont sans pitié, ils vont à 3 contre 2 et ça ne leur ressemble pas trop, mais là ils ont pris une bonne rousse les deux, Goku a failli mourir, Vegeta a failli passer aussi, ils y vont dans un état critique, Freezer n'est pas con, il sait que si Goku et Vegeta sont foutus KO comme ça, c'est pas pour rien, donc là il n'y a pas de pitié, on y va à fond, on y va en 3 contre 2, et franchement ça ne suffit pas, les dieux de la destruction en face restent supérieurs. Malgré tout, on sent dans ce combat-là que Vegeta tire son épingle du jeu un petit peu, on sent qu'il se débrouille mieux que Freezer et Goku, parce qu'il n'avait pas sorti le Shinka jusque-là, chose que Jin n'avait pas vu en œuvre, mais surtout Vegeta vient de frôler la mort et de récupérer un Senzu, donc Vegeta a aussi un boost Zenkai, le truc des Saiyans, quand ils frôlent la mort ils deviennent plus puissants. La version manga nous avait dit que Goku et Vegeta ne pourraient plus trop évoluer comme ça, mais l'anime n'a absolument jamais fait mention de cela. Malgré tout, le combat donne l'avantage clair et net aux deux Akaishin, le groupe de mortels de Freezer, etc. se fait déboîter, ils envoient leur vague de ki habituelle, tu sais, le Kamehameha, le Final Flash, du Big Bang par-ci, de la boule de la mort par-là, mais malheureusement ça ne marche pas. En plus, Jin et Kitara font quand même une bonne équipe, ils n'ont pas trop l'habitude de se battre ensemble, mais ça marche bien. Et en ce qui concerne la force brute, on est quand même sur deux Akaishin qui sont pas mal spécialisés sur ça. Mais en fin de compte, ce combat s'éternise, parce que même si les deux dieux de la destruction ont l'avantage, c'est pas un avantage si énorme que ça. Le fait que les mortels soient à 3 et qu'ils sont quand même pas mal balèzes, ça leur permet de tenir. Et les deux Akaishin pensaient qu'en un coin d'une claque, ça serait réglé. Sauf que non, même si Goku se prend une grosse tarte, il se relève dans les 10 et 20 secondes qui suivent, tu vois. Donc les deux Akaishin font part de cet étonnement-là et du fait que ça les énerve, et qu'ils vont envoyer le coup final. Goku les regarde en souriant et leur dit « Tu ne devrais pas sous-estimer les enfants de la création ». Freezer regarde Goku étonné et lui dit « C'est quoi ça les enfants de la création ?» Kitera reprend la parole en disant « C'est le nom ridicule que s'est donné ce groupe de mortels qui essaie de nous résister ». Freezer rigole, même s'il est un petit peu en posture de défaite, il rigole quand il fait le ho-ho-ho, et il dit « Les enfants de la création, quel nom ridicule, je dois bien vous l'accorder, monsieur le Akaishin. Maintenant que nous sommes là, vous devrez nous appeler les enfants de la destruction. » Et là, tout le monde est étonné, parce que bon, déjà, le fait qu'il nous sorte ce nom-là, c'est assez drôle. Et en plus, Vegeta dit « Comment ça, nous sommes ?» Et Freezer répond d'une manière assez narquoise qu'il n'est pas le seul à être venu ici. Bon, les deux Akaishin en face disent « Raison de plus de ne pas perdre de temps avec vous, on va en finir immédiatement. » Et là, les deux balancent tout simplement un bon vieux Akai à l'ancienne, aussi bien Jin et Kitara, et là, plus le temps de rigoler. Goku, Freezer et Vegeta doivent y faire face, pas le temps de blablater sur qui est venu avec lui, pas avec lui.
Sauf que nous avons une transition, et nous en savons un petit peu plus justement sur qui a fait l'effort de venir dans ce lieu-là. Les devins, si vous avez bonne mémoire, vous savez quand je vous ai proposé le double épisode il y a quelques semaines en arrière, vers la toute fin de l'épisode, je vous avais dit que tout simplement C-17 s'était fait défoncer par Arak, mais qu'une silhouette assez imposante et massive se trouvait devant C-17. Et bizarrement, en zone commentaire, peu de personnes n'avaient relevé cela. Je pensais que ça allait faire un petit peu discuter, mais non. Donc finalement, nous avons la suite et la révélation de qui était là. En même temps, si vous avez bien observé la silhouette, vous l'avez reconnu. Et c'est bel et bien Toppo. Toppo se trouve droit comme la victoire, droit comme la justice. Il n'est pas en train de faire des dabs, il est plutôt sérieux, il se trouve face à C-17. Il est imposant, et puis c'est assez drôle de voir un C-17 qui est complètement éclaté au pied de Toppo, sachant que, voilà, vous vous rappelez, fin du tournoi du pouvoir, il y avait eu le combat C-17 Toppo. Sauf que là, Toppo, il vient en tant qu'ami et sauveur. Toppo constate qu'il est venu beaucoup trop tard, parce qu'il n'y a plus Arak ici, tu vois, Arak il s'était placé vers le combat de Jiren. Mais au moins il est heureux que C-17 ne soit pas mort, et il fait un petit peu le même blabla que les Pride Troopers sur Terre, en disant que bon, Vermouth n'avait pas prévu justement de les laisser partir, mais que voilà, la justice est plus fort que tout, et que de toute façon, après avoir vu Jiren s'être engagé dans cette cause-là, et après avoir vu ses collègues Pride Troopers foncer vers la Terre pour la sauver, il ne pouvait pas rester dans l'univers 11 à se tourner les pouces, alors qu'il n'y a aucun travail à accomplir, et aucune grosse menace à exterminer dans l'univers 11. Donc forcément, il fallait qu'il se rende utile. Toppo demande à C-17 s'il peut encore se relever, il lui dit que oui, et Toppo lui demande s'il pense qu'il va pouvoir combattre à nouveau. C-17 lui dit qu'il a pas mal de blessures, mais étant donné qu'il a de l'énergie limitée, ça devrait quand même l'aider à pouvoir tenir le coup, au moins pour pouvoir surveiller les arrières de Toppo si un combat se lance. Du coup, on a une jolie symbolique, on a Toppo qui aide C-17 à se relever, etc. Et ils se dirigent vers le chemin dans cette citadelle-là. Ils ont senti de grosses vibrations et tout ça, ils savent que des combats rudes les attendent, et ils se dirigent vers là. En parlant de combat et de vibrations, nous avons aussi un combat en même temps qui prend beaucoup d'ampleur, c'est celui de Jiren, de Hit, Kiabe et Caulifla. Kiabe et Caulifla se sentent pas mal inutiles, et du coup nous avons alors Jiren contre Arak, le combat est vraiment spectaculaire, on a un gros choc de coups de poing. Alors c'est drôle parce que Arak est assez chétif, tu vois, le poulet dégueulasse, mais quand même il est classe au combat, il tient très facilement le choc face à un Jiren qui ne se livre toujours pas à fond, mais qui va un petit peu plus fort progressivement. On a Hit qui se bat contre LS, et on a Sidra qui veut prendre sa revanche sur Kiabe et en même temps faire la paire avec Caulifla et les exterminer tous les deux. Alors pour Hit contre LS, ça se passe relativement bien, parce que les techniques temporelles aident beaucoup et LS a du mal face à cela. Elle est quand même supérieure en termes de puissance brute et de vitesse, donc c'est relativement équilibré. Le Jiren contre Arak, on sent que les deux ne se donnent pas à fond, donc ils sont encore en train de se tester, ils y vont un petit peu plus fort à chaque fois pour voir si l'autre va pouvoir tenir. Arak a bien vu la prestation de Jiren au tournoi du pouvoir, donc bon, faut quand même se méfier. Et de l'autre côté, pour Kiabe et Caulifla, les deux ne se sentent pas très bien dans leur basket, et surtout ils se sentent un petit peu inutiles, ils ne savent même pas comment aborder ce combat-là face à Sidra, et nous avons droit à un flashback rapide parce que Caulifla se met un petit peu à rager contre elle-même, et elle dit « j'aurais pas dû être si ingrate et si malpolie envers le Kaioshin l'autre jour ». Et là on a un petit flashback où Kale, Kiabe et Caulifla sont avec Champa dans le Kaioshinkai de l'univers 6, avec bien sûr le Kaioshin de là-bas, là, celui qui est un petit peu gros, et ils sont en train de s'entraîner. Parce que Champa avait pour objectif d'augmenter le niveau de ses mortels, de les faire progresser, si des fois il y a un problème, si des fois il y a un autre tournoi, il veut gagner pour sauver sa peau. Du coup, le Kaioshin de l'univers 6 se dirige vers Caulifla et lui dit « Nous avons un moyen qui permet d'augmenter et de libérer le potentiel, c'est un rituel. Je vais tourner autour de toi et danser machin pendant tant de temps, pendant d'heures. » Et au final, elle a juste rejeté d'une manière assez malpolie sa proposition en lui disant « Moi je suis pas dans ces délires-là. Déjà, merci beaucoup de nous avoir prêté ce lieu-là pour s'entraîner. Merci de nous soigner à la fin de chaque entraînement. Mais nous allons évoluer par nous-mêmes et je n'ai pas besoin qu'un Kaioshin développe mon potentiel, je vais le débloquer moi-même en déverrouillant de nouvelles transformations Saiyajin. » Et du coup on voit que Kale, Caulifla et Kiabe s'entraînaient tous les trois ensemble. C'était un petit peu ça de l'entraînement physique pur et dur, et Caulifla regrette un petit peu de ne pas avoir eu son potentiel être libéré par le Kaioshin là-bas. Au final, ça aurait été un boost de puissance très gros, pas forcément suffisant contre Sidra, mais Kiabe et Caulifla potentiel éveillé, un petit peu à la Gohan face à Sidra, ça aurait permis de gagner au moins du temps, le temps que Hit ou Jiren ou les deux gagnent leur combat. Malgré tout, Kiabe dit à Caulifla de ne pas être défaitiste et qu'ils ont toujours un atout en main, et que même s'ils ne le maîtrisent pas totalement, mais qu'il va falloir s'en servir intelligemment et surtout y aller très rapidement, parce que ça ne durera pas longtemps. Du coup, Caulifla lui dit oui, c'est le moment de tenter le tout pour le tout. Caulifla et Kiabe se transforment en Super Saiyan 2 et se mettent à forcer énormément. Un petit peu comme Gotenks dans la salle de l'esprit du temps. Tout d'un coup, tu vois que leurs sourcils deviennent un petit peu bossus, que les sourcils des poils s'effacent, tu vois que leurs cheveux sont en train de pousser, des éclairs, etc. Et oui, les devins, nous y sommes. Kiabe et Caulifla ont bel et bien atteint le stade de Super Saiyan 3. La scène, une fois qu'ils sont transformés, la posture et tout, est absolument épique et magnifique. Cependant, il va y avoir beaucoup de conséquences à cela. D'ailleurs, on a même un autre flashback, encore une fois dans le Kaioshinkan de l'univers 6,
Caulifla et Kiabe s'entraînent en 2 contre 1 contre Kale, parce que Caulifla a dit que voilà, pour le moment la plus puissante des 3, eh bien c'est Kale quand elle est en berserker, et que déjà si Caulifla et Kiabe pouvaient s'équilibrer et arriver à son niveau, ça serait pas mal. Du coup, ils s'entraînent, mais Kale a une force qui les dépasse largement, et Caulifla et Kiabe n'arrêtent pas de prendre des roustes, de se faire soigner, de prendre des roustes, de se faire soigner, de frôler la mort, de se faire soigner, et tout comme pour Vegeta, eh bien ils n'arrêtent pas de subir des Zenkai eux aussi, et bien sûr d'accumuler de l'expérience au combat, de se battre contre un adversaire plus fort qu'eux. D'ailleurs le Kaioshin et son assistant, le maigre là, commencent un petit peu à parler des Saiyans auprès de Champa, ils leur disent regardez cette race combative exceptionnelle que nous avons dans l'univers 6, et le Kaioshin de l'univers 6 dit je pense même à titre personnel que les Saiyans de l'univers 6 sont un petit peu plus évolués que ceux de l'univers 7, tout simplement car nous avons pris un petit peu plus de temps que nos homologues Kaioshin de l'univers 7 à les créer. Nous voulions avoir une race combattante, mais qui ne soit pas maléfique, en référence bien sûr au fait que ceux de l'univers 7 ont tourné maléfique, et si tu prends les anciens Saiyans, et nous voulions aussi qu'ils puissent maîtriser le potentiel que nous allons leur accorder. Et au bout de plusieurs milliers d'années, nous constatons justement que le résultat est là, avec cette toute nouvelle et dernière génération de Saiyans, dont le potentiel est inestimable, et sur le terrain ça fait ses preuves. Cependant, en entraînement, Caulifla et Kiabe ne tiennent pas le Super Saiyan 3 plus de 1 à 2 minutes grand max. Donc Caulifla et Kale disent clairement qu'il faut y aller à fond, et le combat se lance alors contre Sidra, et là encore une fois, même si c'était épique, Sidra garde le dessus sur Caulifla et Kiabe, mais ça le fait quand même transpirer. Donc ça au moins c'est pas mal. De leur côté, on a Jiren et Hit qui font de leur mieux, Jiren c'est du pur corps à corps, tandis que chez Hit c'est quand même un combat assez spécial, parce qu'il utilise pas mal de techniques temporelles. Pourquoi ? Tout simplement parce que LS se bat avec son arc et ses flèches, comme je vous l'avais dit. Quoi de mieux pour esquiver et arrêter et stopper la trajectoire des flèches que de stopper le temps, de pouvoir se décaler, de pouvoir taper dans la flèche pour la faire tomber, et ensuite de reprendre le combat. C'est la technique justement qu'utilise Hit, et LS n'arrête pas d'envoyer des flèches à la chaîne. Elle dit qu'à force elle pense que Hit va épuiser justement ses réserves de ki à force d'utiliser à répétition contre autant de flèches en Tokitobashi, et justement Hit face à cela change de stratégie. Il va utiliser une nouvelle fois la cage du temps qu'il avait déjà utilisée face à Jiren dans le tournoi du pouvoir. Il ne veut plus immobiliser les flèches, mais il veut immobiliser celles qui tirent les flèches. Et justement ça commence à prendre effet. Au moment où LS balance tout un tas de flèches, il lui fait croire qu'il prend la poche du Tokitobashi, sauf que non, il s'avance directement vers elle et lui fait une cage du temps. Donc LS est maintenu dans cette sphère-là, mais bon, Hit ne trouve pas trop de solution parce qu'il faudrait quelqu'un pour l'aider. S'il maintient cette cage du temps, il ne peut pas trop attaquer non plus en même temps. Voilà, il peut pas faire les deux choses en même temps. De leur côté, Caulifla et Kiabe arrivent à bout de leur temps imparti de SSJ3 et veulent tenter le tout pour le tout. Caulifla se démerde pour attraper par derrière Sidra, elle le maintient avec ses deux bras comme ça, et elle dit à Kiabe d'attaquer. Kiabe lui dit mais je vais te faire mal en même temps, elle lui dit je m'en fous, attaque. Et du coup Kiabe SSJ3 prépare un canon Garic qu'il va balancer sur les deux, un petit peu comme Piccolo qui avait balancé le Makako Sampo sur Goku et Raditz, un petit peu la même scène, sauf qu'ils vont pas se faire transpercer, mais se faire emporter par une vague de ki. Kiabe charge le plus possible cette attaque-là, Caulifla lui dit vas-y vite, je ne vais pas pouvoir le retenir plus longtemps que ça, il a plus de force que moi. Kiabe est sur le point d'envoyer son canon Garic, sauf que au moment où il le lance au sol, et oui on avait un petit peu oublié celui-ci, il y a Mosco, ou du moins je devrais dire il y a Mule. Mule et son armure Mosco, vous vous rappelez qu'ils avaient été battus. Mule est en mauvaise posture, il s'est fait défoncer, mais il a quand même pu arriver jusqu'aux jambes de Caulifla, il l'attrape par les pieds, il la fait tomber, elle perd sa forme Super Saiyan 3, elle perd toute transformation en fait. Kiabe balance son canon Garic, mais Sidra a le temps de l'esquiver, Kiabe perd sa transformation aussi. Mule et Sidra veulent mettre le coup de grâce à leurs adversaires, mais Freezer avait bien dit qu'il n'était pas venu seul. Il avait bien dit « Appelez-nous les enfants de la destruction ». Dans ces enfants de la destruction, nous avions Freezer, nous avions Toppo, et maintenant d'après vous qui est là? Eh bien nous entendons un cri de rage, vraiment de rage les devins, et une voix féminine mais assez lourde, disant « Ne fais pas de mal à ma sœurette ». Et là, visualisez ce que je vous dis, vous avez Mule qui est sur le sol, qui attrape Caulifla, il a le dos tourné vers le plafond. À ce moment-là, tu as Kale qui enfonce ses deux genoux, un petit peu comme si elle sautait à pieds joints avec les genoux, dans le dos de Mule. Elle fracasse complètement l'armure qui entourait Mule, et elle lui pète le dos, elle a dû lui péter la colonne vertébrale, je sais pas. Elle le défonce complètement, il est obligé de lâcher Caulifla, elle peut se libérer de cette emprise-là. Sidra n'a pas le temps de s'occuper de Kiabe, il a une tâche bien plus difficile qui l'attend. Kale est là, et elle est à mi-chemin entre la forme maîtrisée et la forme non maîtrisée berserker très broliesque. Caulifla la regarde et se dit « Merde, c'est pas bon, elle a subi une émotion trop forte en voyant que j'allais me faire tuer ». Elle va vers elle, elle lui parle pour la calmer, etc. Kale se reprend, petit à petit, tu vois, elle souffle. Elle a le souffle lourd, très rapide, etc. Tu vois, elle transpire beaucoup parce que là, elle est un petit peu en train de perdre ses émotions. Mais Caulifla l'aide justement à reprendre ce truc-là. Elle lui montre que voilà, regarde, je vais bien, je suis juste un petit peu fatigué, mais ça va, tu m'as sauvé et tout ça. Donc Kale revient un petit peu à elle, et on comprend que Kale n'est toujours pas au top de sa maîtrise, justement de sa puissance, mais elle est là, et elle va être un argument de taille pour se battre contre Sidra. Bien sûr, j'ai oublié de vous en parler,
Au moment de cette action-là, là où Mule et Sidra allaient porter le coup final, on a Jiren qui a essayé de se détacher de son combat contre Harak. Il a essayé de mettre un petit boost, là tu vois, niveau vitesse. Sauf que Harak l'a repris de vitesse et lui a mis un coup de pied pour le détourner. Jiren est sorti des décombres dans lesquels il s'était enfoncé. Il a pas grand-chose, il a une petite égratignure. Il regarde Harak droit dans les yeux et lui dit « Je dois y aller sérieusement contre toi ». Et on voit une aura rougeâtre qui commence à se dégager du corps de Jiren, prouvant que là il est vraiment en train d'élever son niveau. On a aussi le résultat de 2 autres combats, les devins. On a celui de Ivan face à Ciampa. Et bien là, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de temps, tout simplement parce que Ciampa s'est fait complètement déboîter par Ivan, il n'y a pas d'autre mot. Ivan tient par la jambe Ciampa, il le lâche contre le sol, il ne le tue pas, parce que c'est pas son objectif, de tuer un autre dieu de la destruction. Il est complètement foutu. Ivan le regarde, on voit à son air de visage qu'il est très pensif, et puis il s'en va. Cette scène n'aura pas duré longtemps, et elle va nous mener justement sur une autre scène qui est très liée. On a le combat Gohan contre Likir, on l'avait un petit peu oublié celui-ci aussi. Mais malgré tous les efforts de Gohan qui n'a pas de nouvelle forme de transformation, de pouvoir ou quoi, donc je vous donne le résultat en 1000, Gohan se fait aussi battre. Bon là, Gohan n'est pas encore KO, mais franchement il est plein de blessures, etc., il est couvert de coups. Likir se bat d'une manière très noble, donc il n'est pas du genre à taper dans le dos ou quoi que ce soit, donc Gohan est plein de blessures qui restent relativement raisonnables, bien sûr. Et bon, Likir dit à Gohan que ça ne lui plaît pas, qu'il n'a pas vraiment envie de porter le coup final, mais qu'il est bien obligé de le faire et qu'un combat a un début et a bien une fin. Sauf que Gohan prend la parole, et justement d'une manière assez épique, en détresse. On voit que Gohan a carrément des larmes aux yeux, tellement il est pris d'émotion de ce qu'il va dire, pas des larmes de peur, de tristesse, des larmes un petit peu de colère qui l'animent justement par rapport à cette situation qui est totalement injuste. Il explique que ce que font les Akaishin ça ne vaut rien. Likir lui répond oui mais nous avons voté et nous avons choisi alors de suivre ses plans d'éliminer Goku et Jiren. Et Gohan lui dit mais ce vote ne vaut rien du tout, pour moi c'est juste de la merde, tu vois, tu me dis que tu viens me tuer parce que t'as voté avec les autres. Parce qu'un vote a dit que machin, non, ça n'a pas de sens. Gohan s'en fout totalement du vote des Akaishin. Gohan veut quelque chose de juste et veut que tout le monde puisse vivre en harmonie tranquillement. Il explique cela. Il explique que la morale du tournoi du pouvoir a été de montrer que justement les mortels devaient s'entraider, mais aussi qu'il devait y avoir un meilleur lien entre les dieux et les mortels d'un univers, et que là ils sont en train de briser totalement cela. Ce discours aura duré quelques minutes, mais là je vous l'ai résumé et je pense que ça suffit amplement. Et à ce moment-là, Likir arrête sa position de combat. Il regarde vers une zone assez sombre de la pièce et il parle à quelqu'un, on ne sait pas qui est là, il dit « Ce jeune mortel est très intéressant, n'est-ce pas, Ivan ?» Et là, de l'ombre sort Ivan qui était en fait un observateur en train de regarder ce combat-là, comme si Ivan avait compris que quelque chose ici, avec Gohan et Likir, pouvait se passer. Ivan sort justement de cette pénombre et dit à Likir « Oh, tu m'avais perçu, tu t'es amélioré depuis ces nombreuses années où je te connais. » Ivan continue de rétorquer en disant « En effet, cet enfant pourrait mettre un terme total à ce conflit. » Ivan regarde Gohan et lui dit « Tu es le fils de Son Goku, n'est-ce pas ?» Gohan lui dit « Oui », enfin il comprend pas trop ce qui se passe, il y a 2 Akaishin, est-ce qu'ils vont le taper à 2 ou pas? Et Ivan dit alors « Likir, Gohan, suivez-moi ». On a l'impression que Likir et Ivan se sont compris, qu'ils ont un plan, etc. On ne sait pas trop ce qui se passe, Gohan est stressé, il était en plein combat, d'un coup on lui dit « Suis-moi », est-ce que c'est une stratégie pour mieux le défoncer? Enfin bon, voilà, on ne sait pas trop. Et Gohan dans sa tête, sent qu'il n'a aucun autre choix que de le suivre. Ça me rappelle un petit peu la scène où Piccolo disait à Majin Buu, au Super Buu, de le suivre dans tout le palais de Dende, etc. et qu'il faisait faire le tour. C'est un petit peu ce genre de situation où 2 ennemis font un petit bout de chemin ensemble, on ne sait pas trop pourquoi. Et bien c'est un petit peu la même chose, et Gohan se dit « Piccolo-san, que ferais-tu à ma place ?» En même temps qu'il suit Ivan et Likir, bien sûr. Justement, nous parlons de Piccolo-san, les devins. Nous en arrivons à la dernière scène de l'épisode. Nous revenons sur Terre, donc vous comprenez que c'est un épisode qui révèle pas mal de choses, mais qui crée encore plus de mystères qu'il y en avait déjà auparavant en même temps. Le combat a largement progressé sur Terre, Ramushi a fait un strike, il y a Majin Buu maigre qui est au sol, qui est complètement inconscient. Il n'a pas pu résister, il s'est pris des coups trop puissants, il est complètement au sol, il est raide, il peut pas bouger. Ramushi se tourne alors vers les quelques-uns qui sont encore debout, et leur dit « Je vais en finir avec vous tous ensemble ». Il prend une forte inspiration, tous les Pride Troopers se le regardent, etc., se demandent ce qu'il va faire, est-ce que c'est du Hakai? Il y a Kasseral qui dit à Cocotte « Si c'est du Hakai, tu n'as qu'à ouvrir une porte là dans une dimension, comme ça tu envoies le Hakai quelque part et ça ne tombe pas dessus ». Cocotte se tient prêt et tout ça. Mais Ramushi commence à inspirer très très fort, très fort. Il se tient droit face à eux, il est en train d'inspirer mais vraiment extrêmement fort. Piccolo comprend et s'arrache immédiatement ses 2 oreilles. Ramushi relâche un cri qui fait vibrer la planète Terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le cri de Ramushi a créé des tornades sur la planète, il a fait en sorte qu'il y ait de fortes marées sur les océans, etc. La planète en elle-même a été choquée par ce cri-là, et toutes les personnes qui se trouvaient devant Ramushi tombent comme des mouches. On ne sait pas, est-ce qu'ils sont vivants ou pas, on n'en sait rien. Sauf que parmi eux, il y en a un qui se relève, et celui-ci répond au nom de Piccolo. Et oui, en s'arrachant les oreilles, le cri de Ramushi, ça ne lui a absolument rien fait.
Donc les devins, pas mal d'intrigues pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à me faire votre petit point sur tout ce que vous pensez qui pourra se passer dans les prochains épisodes, sur le Hakai auquel font face Goku, Vegeta, Freezer, sur ce qui va se passer avec Gohan, sur le cas de Piccolo, etc. Voilà, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. On a le cas de Jiren, on a le cas de C17 et Toppo, enfin bref, comment tout ça peut s'emboîter. J'espère vraiment de tout cœur que cet épisode-là vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir d'une manière très simple, soit en mettant un petit pouce bleu si vous le sentez, en me laissant un petit commentaire si vous le sentez. Si ça ne vous a pas plu, dites-le moi dans le respect, je vous lirai avec grand plaisir dans tous les cas. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.